depuis un peu plus de 15 ans. Et ça fait quelques années que je me suis aussi intéressé au développement durable, et notamment au lien qu'il y a entre le développement durable et les logiciels libres. Et on va voir qu'il y a des similitudes, des convergences qui sont très intéressantes. Alors, avant de pouvoir faire le lien entre ces deux mondes, il faut rapidement faire un petit résumé des logiciels libres. C'est une conférence populaire. Je ne suis pas sûr que tout le monde ici est un féru de logiciels libres et de Linux. Donc, je vais y aller aussi assez rapidement pour aller au vif du sujet. Donc, est dit libre, un logiciel qui respecte les 4 libertés fondamentales des logiciels libres. Donc de pouvoir utiliser le logiciel dans tous les usages et sans restriction. Quand on parle de restriction, il peut s'agir de restrictions géographiques, temporelles, de type d'usage ou de type d'utilisateur. De pouvoir étudier le logiciel, c'est-à-dire avoir accès au code source, et donc de pouvoir le comprendre. C'est aussi quelque chose d'important. De pouvoir redistribuer des copies du logiciel de manière payante ou de manière gratuite. Ça, c'est toujours quelque chose d'ouvert. Et de pouvoir améliorer le logiciel et de publier ces améliorations et de rendre, si on veut, ces améliorations à la communauté. Donc, de toutes ces libertés, la dernière est celle qui est la plus virale, en guillemets, c'est celle qui permet une amélioration continue des logiciels libres dans la société, dans la communauté. Alors, on oppose souvent les logiciels libres aux logiciels propriétaires, qu'on appelle privatifs souvent, parce qu'ils privent de liberté les utilisateurs. Donc, effectivement, ces deux modèles s'opposent beaucoup. Si on prend des logiciels privatifs classiques du type Microsoft Office, même FileMaker Pro, iTunes, Photoshop, par exemple, tout ça, ces logiciels ne respectent pas ces 4 libertés. Ou ils en respectent peut-être qu'une seule, mais en tout cas pas les 4. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont libres. Et il y a un point très important qu'il faut noter sur ces 4 libertés des logiciels libres. Ce ne sont pas des libertés qui s'attachent au logiciel en tant que tel. C'est des libertés qui touchent l'utilisateur, l'être humain qui les utilise. C'est vraiment ça qui est important dans les logiciels libres, c'est la liberté de l'utilisateur qui est en jeu. Alors les logiciels libres sont protégés, puisqu'effectivement, comme ils sont ouverts, ils doivent être protégés. Ils sont protégés en général par une licence. Un logiciel libre ne veut pas dire sans licence. Et une licence qui est très populaire, c'est la licence GPL v3, qui est une licence qui garantit les 4 libertés dont j'ai parlé tout à l'heure. Il existe de nombreuses autres licences qui ont des variantes, mais globalement, elles ont toutes le même but de défendre ces 4 libertés. C'est des outils juridiques, on peut les utiliser dans des procès, dans des actions juridiques, pour défendre les droits des contributeurs ou des organismes ou des entreprises qui éditent des logiciels libres, pour garantir leurs droits. Donc là, on plonge rapidement sur des exemples de logiciels libres. Celui-là, vous le connaissez sans doute, Linux, le noyau des systèmes d'exploitation. Il existe des centaines de distributions Linux différentes, adaptées à tous les besoins. C'est vraiment le noyau de ces systèmes libres. Alors, si on prend un peu de recul, on voit qu'il y a aussi d'autres logiciels libres de la vie courante, si on veut. Il y en a des milliers, par contre, là, des logiciels classiques de type Office, par exemple tableur, traitement de texte, etc. Donc LibreOffice est un très bon exemple. Nous avons également le GIMP, qui est un traitement de photos extrêmement puissant. En dessous, nous avons Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel. C'est d'ailleurs avec ce logiciel que j'ai pu faire cette présentation, de manière assez simple d'ailleurs. Ensuite, un peu au-dessus, nous avons VLC, qui est un logiciel de lecture vidéo. En dessous, on a Scribus, qui est un logiciel de PAO, qui permet de faire des publications, des brochures, des affiches. Après, bien sûr, Firefox, qui est très connu, très populaire comme navigateur. On a Blender qui est un logiciel assez énorme pour moi. C'est très complexe, très riche, pour pouvoir faire de la modélisation 3D, de l'animation 3D. Et Debian, qui lui est une distribution Linux complète, open source, libre,
qui utilise bien sûr le pingouin comme moteur. Donc ça, c'est un exemple parmi des milliers, évidemment. Donc quand on parle des logiciels libres, on se rend compte qu'on parle aussi des valeurs qu'il y a derrière, hein. Le mouvement des logiciels libres, l'esprit du libre, ce n'est pas uniquement de l'informatique, c'est beaucoup d'êtres humains, beaucoup de collaboration et et finalement une forme de militantisme. Donc ce n'est pas qu'un mouvement technologique. Donc là, j'ai pris quelques valeurs qui me touchent particulièrement, hein. On a la création participative, la liberté d'usage, de distribution, d'adaptation, l'indépendance, la liberté de choix, l'accès à l'information de manière transparente, équitable et pérenne. Et là, on commence à voir dans ces valeurs qui sous-tendent le mouvement des logiciels libres, les liens qu'il pourrait y avoir avec le développement durable. On parle de pérennité, on parle d'équité, on parle de liberté d'usage et d'indépendance. Donc on commence à voir les liens avec le développement durable qui sont finalement assez forts. Voilà, il y a une chose importante aussi dans le mouvement des logiciels libres, c'est dans les années 90, l'avènement d'Internet, la création de communautés de développeurs, de contributeurs et d'utilisateurs de logiciels libres. C'est ce qui a fait un peu exploser le mouvement, qui a fait croître ce mouvement à des dimensions importantes. Et c'est grâce à ces communautés que le libre a pu se développer. Mais ce qui est vraiment important là-dedans, c'est que c'est un espèce de changement de modèle, hein. On a le modèle classique, qui est le modèle des éditeurs et des acheteurs de logiciels. Et là, on est dans un modèle beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, avec un réseau d'individus qui sont à la fois des contributeurs, des acheteurs, des développeurs, des utilisateurs, etc., etc. Donc c'est vraiment multicasquette, multirôle. Donc je repose la question, en quoi les logiciels libres sont-ils un modèle pour le développement durable? C'est quand même assez ambitieux comme postulat. Alors pour pouvoir y répondre, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avec les logiciels libres, mais avec le développement durable. Alors là, on pourrait en parler des heures, hein, ce n'est pas forcément le lieu pour, mais je vais quand même essayer de très rapidement vous donner quelques clés pour brosser le portrait du développement durable, pour pouvoir justement faire ces liens et prendre des exemples cohérents. Donc cette phrase est issue, sauf erreur, d'un rapport, le rapport Brundtland, qui était paru à la fin des années 80, qui définissait le développement durable, plus ou moins. Un développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Dit comme ça paraît assez évident finalement, hein. On vit dans un monde fermé, c'est une terre, hein, elle n'est pas extensible, il y a un capital de ressources qui est peut-être connu, qui est fini en tout cas, on ne peut pas l'étendre à l'infini. Voilà, on n'a pas d'autres planètes à choix, on n'a pas d'autres planètes de réserve. On doit l'utiliser de manière pérenne si on ne veut pas que les générations futures n'aient plus de ressources pour leur propre développement. Donc, le développement durable s'appuie sur 3 piliers de la société. C'est quelque chose que vous avez sans doute déjà vu, c'est peut-être plus médiatisé que le logiciel libre. C'est ces fameuses, ce que j'appelle les patates durables. C'est les 3 grands piliers, social, économique, écologique, avec toutes les intersections qu'il y a entre ces trois piliers. Lorsqu'on a une idée et qu'on souhaite savoir si elle est durable ou pas, eh bien, on essaye de la placer dans ces patates durables. Je ne sais pas, il peut y avoir des dizaines d'exemples, il y en a des dizaines d'exemples, hein, et qui ne sont pas du tout liés à l'informatique, en l'occurrence, hein. Par exemple, un projet communal de chauffage à distance au biogaz, par exemple, pour réutiliser les déchets agricoles. Par exemple, une association qui lance un projet de nettoyage d'un cours d'eau, d'une rivière avec les citoyens. Il peut y avoir un projet de transport public, il peut y avoir les écoquartiers, par exemple. On parle beaucoup d'écoquartiers en ce moment. Les écoquartiers s'inscrivent vraiment bien dans ce modèle. Donc il y a des organismes internationaux, hein, vous avez sans doute entendu parler du protocole de Kyoto, du sommet de la Terre, le sommet de Rio, les objectifs du millénaire, etc. Le GIEC. Hein. Alors tous ces organismes internationaux, ils donnent des directives, ils donnent des grandes directives, et les États les prennent ou les prennent pas, ensuite édictent des lois.
Ensuite, ça descend au niveau des cantons pour la Suisse, hein, avec des agendas 21, des agendas 21 communaux, dans lesquels les citoyens sont impliqués pour les choix de société qui vont être pris. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il y a dans l'esprit du développement durable, il y a la volonté d'impliquer le citoyen. Ce n'est pas uniquement des technocrates qui sont à un niveau très élevé dans la hiérarchie humaine, si on veut, au niveau international, qui vont prendre ces choix-là directement. C'est bien dans l'implication des citoyens que cela peut marcher. Donc voilà, on a maintenant un peu un état des lieux de ces deux domaines, ces deux mondes. On sait un peu comment ils fonctionnent, on sent bien qu'il y a des liens de valeurs qui sont derrière ces deux domaines. Et maintenant, on va prendre des exemples. On va prendre des exemples de convergence entre les logiciels libres et le développement durable, et on va plonger dans ces patates durables pour prendre quelques exemples. Premier volet social. Alors, je prendrai l'exemple de la réduction du fossé numérique. Je ne sais pas si vous connaissez le fossé numérique. Des gens qui sont dans le dénuement ne peuvent pas accéder à l'information, ne peuvent pas accéder à l'informatique par manque de moyens, souvent. Donc, avec du libre, avec des logiciels libres, on peut créer un poste de travail à un coût dérisoire. On peut acheter un ordinateur de seconde main, y installer des logiciels libres, donc sans aucun coût additionnel et de manière totalement légale, je précise, pour pouvoir avoir un mail, un traitement de texte, se connecter à Internet, participer à des forums, aller sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire être connecté à la société, participer en tant que citoyen à la société, ce qui est très important dans le mouvement. Dans la partie équitable maintenant, alors on a un exemple qui n'est pas toujours facile à expliquer. Ce sont les formats de fichiers. Un logiciel, quel qu'il soit, produit des données dans un format, dans un fichier. Par exemple, un traitement de texte ou un tableur produit des données. Maintenant, les logiciels privatifs, eux, fournissent des formats de fichiers qui sont fermés, qui sont cryptés, qui sont opaques. On ne sait pas comment l'information y est sauvegardée. Donc on a un certain nombre de problèmes. Sur le court terme, on n'en a pas réellement, mais on en a seulement quand on reçoit un de ces fichiers, on est obligé de se procurer l'application qui l'a produite. Et la plupart du temps, il faut l'acheter. Mais qu'est-ce qui se passe si la société qui l'a produite fait faillite ou décide de son propre chef d'arrêter l'édition de ce logiciel? Eh bien, le client est captif. Le client est complètement captif de cette situation. Il ne peut plus lire. Après un certain temps, il ne pourra plus lire les informations qu'il a lui-même créées. C'est absurde, c'est complètement absurde. Avec les formats ouverts, la structure même du fichier est complètement libre et diffusée sur Internet. Du coup, on peut imaginer recréer une application, relire un fichier 10 ans, 15 ans ou 20 ans après. Donc il y a cette notion de pérennité et de transparence qui est très importante dans les logiciels libres. Au niveau économique, alors on pourrait croire que logiciel libre, gratuité, on ne peut pas faire d'économie. Non, c'est faux. En fait, on peut faire de l'économie. Ce n'est pas uniquement pour des manifestations telles qu'aujourd'hui, philanthropiques ou de ce type. C'est un autre modèle. En fait, finalement, c'est un autre modèle. C'est un modèle orienté sur le service. Alors que les logiciels privatifs, eux, ont un modèle qui est essentiellement basé sur les licences, où on doit acheter une licence, payer de la maintenance tous les ans. Dans les entreprises, c'est ce qui se passe, ça peut être des fois très cher. Dans le monde du libre, eh bien, c'est plutôt le service qui est valorisé. Par exemple, je trouve un logiciel libre sur Internet pour mon entreprise, je le télécharge, je le teste, je conçois qu'il convient bien à mes besoins, à part, je donne un exemple, que son interface n'est pas en français. Elle est en anglais et en allemand, mais il me faudrait l'interface en français. Qu'est-ce que je fais? Je m'adresse à une société de services informatiques locale et je lui demande, voilà, est-ce que vous pourriez me traduire cette interface en français? Comme le code source est libre, eh bien, ils ont les connaissances. Les langages de programmation sont également libres. Donc, ils ont tous les éléments en main pour pouvoir développer cette interface. Donc,
Ils vont me demander de l'argent, un montant d'argent pour pouvoir faire ce travail. Je vais les payer et je vais pouvoir utiliser ma nouvelle fonctionnalité. Et cette nouvelle fonctionnalité va être réinjectée dans le socle des logiciels libres. C'est-à-dire que n'importe qui télécharge cette application dans le futur, pourra bénéficier de cette interface en français. Donc il y a dans le logiciel libre cette notion de gratuité en quelque sorte, ou de liberté de téléchargement, mais il y a aussi cette idée de redistribution. On redistribue les choses qu'on a nous-mêmes contribué à créer. Sans compter que bien sûr l'économie du libre est basée essentiellement sur une économie locale. Donc c'est toujours plus intéressant de payer une société locale à 2 pas de chez soi plutôt que d'envoyer des grosses sommes d'argent à une énorme société à l'autre bout du monde. Il y a souvent 3 mots qui reviennent dans l'économie du logiciel libre: l'émulation, la compétition, la qualité. Je ne sais pas si vous avez suivi la présentation de François Marthaler, il en a également parlé. C'est un modèle qui pousse à la qualité. Le code source est libre, donc tous les acteurs contributeurs à un projet libre sont au niveau d'égalité. Ils savent exactement ce qui a déjà été développé, ils ont tous les éléments en main pour pouvoir faire le travail. Du coup, il y a cette compétition, cette compétition entre les développeurs pour pouvoir réaliser le code le plus propre, le plus bien réalisé et le plus efficace. Donc, au final, c'est la qualité qui prime. Et il y a des études qui ont été sorties récemment qui prouvent qu'un logiciel libre, au niveau purement du code, a un niveau de qualité supérieur à un logiciel propriétaire équivalent. Si on prend maintenant au niveau écologique, ça reste de l'informatique, on pourrait se dire, c'est de toute manière polluant, c'est de toute manière vorace en matière d'énergie, c'est donc forcément mauvais. Mais on peut le voir d'un autre angle. Je vais prendre l'aspect sur la lutte contre l'obsolescence programmée qui a déjà été abordé par François Marthaler tout à l'heure. On peut trouver des pistes pour prolonger la durée de vie des ordinateurs. Alors je vais prendre un exemple. Je vais m'écarter de la caméra. Voilà. Ici, on pourra le voir si vous voulez descendre après pour le voir. Ici, j'ai un ordinateur. Vous voyez sa spécification à l'écran. Là, c'était la vidéo Bug Bunny libre, évidemment, qui passait. C'est un ordinateur qui a 11 ans et sur lequel j'ai installé la dernière version de Ubuntu, l'Ubuntu, qui est dédiée aux ordinateurs de faible capacité ou des ordinateurs anciens. Et il se débrouille extrêmement bien. C'est un ordinateur qui consomme, juste après le démarrage, environ 100 mégas de mémoire vive. Et si vous le comparez à un système d'exploitation privatif propriétaire actuel, comme Windows 7, ou Windows 8 ou Mac OS X, eh bien vous vous rendrez compte qu'il consomme moins que 10 fois la quantité de mémoire consommée par ses concurrents. Voilà quelques exemples des logiciels libres dans un contexte de développement durable. Mais là où la conférence touche un point qui est à mon avis très intéressant, c'est qu'on ne se limite pas au seul logiciel et à la seule informatique. Vous l'avez vu également sur le salon, il y a des stands qui ne touchent pas que l'informatique non plus. L'esprit du libre inspire bien au-delà de l'informatique. Je vais reprendre un élément qui a été aussi abordé tout à l'heure, c'est l'open hardware. Donc c'est la même philosophie que l'open source, c'est-à-dire les logiciels libres, mais appliqués au matériel. Ce n'est pas forcément le hardware comme on entend l'ordinateur, le PC, ça peut être autre chose, ça peut être une éolienne par exemple. Alors j'ai trouvé, en cherchant un petit peu, on peut trouver des plans d'une éolienne libre sur Internet. Après il faut être bricoleur, c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans la partie écologique, mais on peut imaginer, bricoler, créer, inventer et redonner à la communauté pour que d'autres puissent les reprendre, les améliorer et les remettre à la communauté, et ainsi de suite. C'est donc une forme
de cycles positifs, si on veut, qui s'améliorent. Alors il y a plusieurs types d'organismes, d'associations qui tournent autour de l'open hardware. Les Fab Labs, c'est plus institutionnel, hein. Ce sont des espaces qui sont mis à disposition, soit d'entreprises, soit de particuliers, pour pouvoir tester du matériel, faire des prototypes, etc. Et pour pouvoir comprendre comment fonctionnent des objets également. C'est des ateliers qui sont équipés de machines. Mais il y a aussi les hackerspaces, qui sont, eux, des associations beaucoup plus proches de la société civile, si on veut, hein. C'est vraiment des regroupements d'individus qui ont comme passion la recherche de comment fonctionnent les choses, les appareils, les machines. Vous avez un très bon exemple avec le Post Tenebras Lab juste derrière, dans la manifestation. Ce sont des gens qui cherchent à comprendre les choses, qui essayent de construire eux-mêmes. On est toujours dans le mouvement do it yourself, hein, le mouvement des makers aux États-Unis, c'est se réapproprier la fabrication des choses. J'ai un exemple aussi intéressant avec le Fairphone. Est-ce que certains connaissent le Fairphone dans l'Assemblée? Ah, je crois qu'il y en a un qui en a un. Ça serait intéressant d'aller voir. Donc, le Fairphone est une initiative, à mon avis, très intéressante, qui est partie d'un financement participatif. C'est une société néerlandaise qui a eu l'idée de créer un téléphone qui est orienté écologie et social dans sa production. C'est-à-dire qu'il y a, sauf erreur, deux matériaux, hein, le tantal et l'étain, qui sont, on va dire, extraits d'une mine sans conflit en Afrique. Hein, donc ils sont allés en Afrique vérifier que la mine fonctionnait de manière correcte, que les enfants ne travaillent pas, etc., que les déchets sont correctement recyclés. Et ils ont fait pareil en Chine sur une usine, s'il ne s'agit pas de Foxconn, évidemment, hein, où ils ont mis des exigences très fortes pour la Chine, on est bien d'accord, afin d'avoir une force de travail en Chine qui soit beaucoup plus protégée. Mais à mon avis, ce qui est aussi très important dans le Fairphone, c'est qu'il a été conçu pour la durabilité. Il a été conçu pour durer, la batterie n'est pas soudée, il y a deux emplacements pour les cartes SIM, les plans sont quasiment open hardware. Alors je n'ai pas trouvé toutes les informations là-dessus, mais c'est en tout cas l'optique qu'ils ont, c'est d'avoir le plus possible de composants ouverts. Et la couche logicielle qui est par-dessus Android, elle est complètement open source. Il y a un autre exemple qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est iFixit. C'est un réseau participatif sur Internet qui regroupe des manuels de réparation que les gens ont bien voulu créer pour ce site. Il y a un logiciel pour pouvoir créer les manuels de réparation qui est très bien fait. Et pour la petite histoire, Fairphone a livré les plans de réparation de son téléphone à iFixit directement. Je vais passer assez vite là-dessus parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît, hein. Il ne s'agit pas d'informatique ici. Il s'agit de connaissances libres et participatives. C'est, à mon avis, un des exemples majeurs, le fer de lance de l'esprit du libre dans l'informatique et en dehors de l'informatique. C'est quelque chose qu'il faut soutenir à tout prix. C'est une énorme chance d'avoir ce type de ressources sur la toile. Je vais parler aussi un petit peu des licences. Des licences, mais qui ne sont pas liées au logiciel cette fois-ci. Des licences qui sont liées aux droits sur la propriété intellectuelle. Donc, nous, tout le monde peut créer quelque chose d'intellectuel, une œuvre d'art, une photo, un morceau de musique, ou que sais-je, une poésie, par exemple. Et automatiquement, si on ne dit rien, on a un copyright. Un copyright veut dire tous les droits réservés. C'est le fameux C, qui habituellement est dans l'autre sens. Maintenant, vous ne pouvez pas, avec le copyright, dire j'aimerais garder des droits, mais j'aimerais aussi libérer des droits aux usagers qui vont pouvoir récupérer mon œuvre. Donc, c'est le principe du copyleft et des Creative Commons, c'est de pouvoir avoir une forme de flexibilité dans les droits qu'on octroie aux personnes qui vont pouvoir bénéficier de nos œuvres. Et ça permet, je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça nous amènerait trop loin, mais ça permet de reprendre le modèle des logiciels libres et des 4 libertés adaptées à des œuvres de l'esprit,
comme une photo, un morceau de musique, etc. Jamendo est un réseau de musique Creative Commons. Hein? Wikipédia, toutes les images dans Wikipédia sont en Creative Commons. Alors je me suis beaucoup intéressé j'ai lu un livre qui s'appelle Utopie du logiciel libre, bricolage informatique à la réinvention sociale de Sébastien Broca, aux éditions Le Passager clandestin, qui est excellent, et qui lui aussi reprend la philosophie du libre et qui découvre effectivement dans ce livre et qui explique les mouvements qui sont en train de naître dans la société en dehors de l'esprit du libre, informatique pur, mais dans l'open hardware et dans d'autres domaines. Pour être cohérent, vous voyez, hein, il y a le C de copyright ici, avec le C de copyleft en dessus. Je me suis intéressé à savoir quelle était la licence de ce livre. Hein. Donc, si on regarde à la page 3, et sauf erreur pour vous aussi, donc le livre en lui-même est en copyright. C'est un objet matériel. Hein. On n'est pas encore au point de libérer les objets matériels à ce point. En revanche, c'est marqué, cet ouvrage est placé dans sa version numérique sous licence Creative Commons et sera consultable librement sur le site internet de l'éditeur. Donc ils ont une forme de cohérence qui est excellente, cela ne voulant pas dire qu'on peut aller pomper effectivement tout le texte pour ne rien payer. Encore une fois, il y a toute la logique de redistribution, hein, on se rappelle, hein, dans la logique du libre, on prend mais on rend aussi. Si c'est un livre qui nous intéresse, eh bien on l'achète. Si c'est simplement pour aller chercher une référence, on peut y aller librement sans l'acheter. Si on n'a pas d'argent, on peut quand même le lire. Voilà. C'est ça un peu la philosophie qui est derrière. Sur la partie durable, c'est-à-dire l'intersection des trois piliers, hein, social, économie, environnement. Il y a l'open source écologie, dont on a déjà parlé cet après-midi, sauf erreur, mais pour ne pas avoir de redite, je vais vous passer une petite vidéo qui explique ce mouvement, qui est en anglais, mais qui est sous-titré français. Hi, my name is Marcin, farmer, technologist. I was born in Poland, now in the US. I started a group called Open Source Ecology. We've identified the 50 most important machines that we think takes for modern life to exist. Things from tractors, bread ovens, circuit makers. Then we set out to create an open source, DIY, do-it-yourself version that anyone can build and maintain at a fraction of the cost. We call this the Global Village Construction Set. So let me tell you a story. So I finished my 20s with a PhD in fusion energy, and I discovered I was useless. I had no practical skills. I mean, the world presented me with options, and I took them. I guess you can call it the consumer lifestyle. So I started a farm in Missouri and learned about the economics of farming. I bought a tractor, then it broke. I paid to get it repaired, then it broke again. And pretty soon, I was broke too. I realized that the truly appropriate low-cost tools that I needed to start a sustainable farm and settlement just didn't exist yet. I needed tools that were robust, modular, highly efficient and optimized, low-cost, made from local and recycled materials that would last a lifetime, not designed for obsolescence. I found that I would have to build them myself. So I did just that. And I tested them. And I found that industrial productivity can be achieved on a small scale. So then I published the 3D designs, schematics, instructional videos, and budgets on a wiki. Then contributors from all over the world began showing up, prototyping new machines during dedicated project visits. So far we have prototyped 8 of the 50 machines, and now the project is beginning to grow on its own. We know that open source has succeeded with tools for managing knowledge and creativity, and the same is starting to happen with hardware too. We're focusing on hardware because it is hardware that can change people's lives in such tangible material ways.
if we can lower the barriers to farming, building, manufacturing, then we can unleash just massive amounts of human potential. That's not only in the developing world. Our tools are being made for the American farmer, builder, entrepreneur, maker. We've seen lots of excitement from these people who can now start a construction business, parts manufacturing, organic CSA, or just selling power back to the grid. Our goal is a repository of published designs so clear, so complete that a single burned DVD is effectively a civilization starter kit. I've planted 100 trees in a day. I've pressed 5,000 bricks in one day from the dirt beneath my feet, and built a tractor in 6 days. From what I've seen, this is only the beginning. If this idea is truly sound, then the implications are significant. A greater distribution of the means of production, environmentally sound supply chains, and a newly relevant DIY maker culture can hope to transcend artificial scarcity. We're exploring the limits of what we all can do to make a better world with open hardware technology. Thank you. Vous voyez, Creative Commons, la présentation est libre, avec des droits particuliers qui lui sont octroyés. Ok, nous avons fait le tour de ces exemples d'inspiration des logiciels libres, de l'esprit du libre sur d'autres domaines. Et ce qu'on a observé, beaucoup de choses, on a observé beaucoup de similitudes, mais ce qu'on a surtout observé, c'est que ces deux modèles prônent la réappropriation des composants de notre société par les citoyens devenus contributeurs actifs. Alors j'ai également un autre exemple à vous montrer. Je ne sais pas si vous connaissez la revue Durable. Hein. C'est une revue excellente qui parle de durabilité. Ce n'est pas une revue qui parle de logiciel, hein, effectivement. C'est une revue qui est orientée sur la durabilité. Alors je relèverai deux exemples, deux numéros de cette revue qui sont à mon avis intéressants. C'est le 49 sur les technologies de l'information et de la communication et l'impératif de sobriété pour ces TIC. Et il y a le 51 qui est le dernier qui est sorti sur l'énergie citoyenne. Et ce qui est très intéressant dans ce numéro, c'est que l'énergie citoyenne, c'est quoi? C'est la réappropriation de la production d'énergie renouvelable par le citoyen dans le cadre de coopératives, hein, de mise en commun des efforts et des moyens pour pouvoir réussir la transition énergétique. Rien de moins que cela. Ça ressemble à s'y méprendre à tout le reste qu'on a vu aujourd'hui. Alors, si vous êtes intéressé par la revue Durable, cette excellente revue, donc, j'ai quelques exemplaires ici, du 49 et du 51, qui sont vendus à 10 francs pièce, donc à presque la moitié du prix de base, si cela vous intéresse. Que faire quand on va sortir de cette pièce et qu'on aimerait mettre en pratique ceci? Ça paraît quand même peut-être très, très vaste. Hein. C'est pas par où s'y prendre. Moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'essayer les logiciels libres si vous ne les essayez pas déjà. Cela vous permettra de prendre conscience de la richesse qu'il y a derrière ces logiciels et surtout d'une forme de mascarade qu'il y a derrière le modèle traditionnel des logiciels privatifs. De soutenir les communs. Les communs, c'est précieux dans notre monde, il faut les soutenir et il faut y contribuer. Et l'avantage avec Wikipédia, c'est qu'on peut y contribuer sans connaître une once d'informatique. La plupart du temps, c'est des boîtes à remplir et à cocher, il n'y a pas besoin d'être un développeur pour pouvoir contribuer. Et le dernier, c'est de faire connaître l'esprit du libre, comme on l'a vu aujourd'hui. Voici quelques crédits et sources, puisque qui dit logiciel libre ou esprit du libre ne dit pas on fait ce qu'on veut avec la connaissance.
On doit citer ces sources, très important, elles doivent toujours être citées. Ici, c'est quelques éléments sur lesquels je me suis appuyé pour faire cette conférence. Et bien sûr, cette conférence en elle-même est en Creative Commons. Si vous souhaitez la réutiliser pour l'améliorer, libre à vous. Les seules 2 contraintes que vous avez, c'est de citer son auteur original, moi-même, et de garder la même licence pour votre propre travail. Aussi simple que cela. C'est la philosophie du libre qui est derrière. Et en plus, c'est un format ouvert, c'est un format SVG qui est tout à fait améliorable et éditable par n'importe quel logiciel libre de ce type. Un petit dézoom sur les 2 symboles de la présentation que j'ai choisis. Wikimedia Commons, qui à mon avis a un très bon porte-étendard du libre dans la connaissance, et les 3 patates durables que j'ai utilisées. Voilà, j'ai terminé ma présentation. On peut passer, je pense, aux questions. Oui, alors on a un peu de temps pour les questions. Donc, qui veut passer en premier? Pas de questions? Oui, alors tout d'abord, merci pour cette présentation très intéressante. J'aurais néanmoins une réserve par rapport au concept, que ce soit à la fois de logiciel libre, mais plus particulièrement de participation citoyenne qui est sous-jacent. Il y a un principe, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, sauf la loi de 1%, qui dit que sur environ 100 consultations d'un article internet, par exemple Wikipédia, on a 1% de personnes qui vont contribuer. Alors, évidemment, on a toujours 1% qui contribuent, on a une amélioration globale, mais ça montre quand même que cet effet participatif citoyen qu'on souhaite est, dans la réalité d'aujourd'hui, tout du moins, assez limité. Alors, donc la question qui se pose, c'est si on attend du citoyen qui participe, qui bénéficie des logiciels libres, qui puisse se servir gratuitement, mais qu'en contrepartie, on attend de manière plus ou moins explicite qu'il contribue dans ses propres moyens, comment s'assurer qu'au final ça marche et qu'on ne retombe pas dans un système où au final la rationalité économique prédomine, où chacun pompe, mais au final personne ne presse ne contribue. Alors, effectivement, la question est de savoir, comme dans l'encyclopédie Wikipédia par exemple, les contributions sont relativement faibles comparées à la consultation. Comment est-ce qu'on pourrait, on va dire, augmenter ce taux? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte, et pourquoi ce taux est si faible? C'était ça la question, hein. Pourquoi le taux est si faible et comment faire pour l'augmenter? C'est une très bonne question, déjà. Je pense que ce taux a augmenté, déjà. Il était encore plus faible avant, et il reste marginal, hein. C'est comme la proportion de Linux sur les postes de travail comparée à Windows et à macOS 10. Je ne sais plus si on est à 5% ou je ne sais plus bien, mais ça reste marginal. Mais c'est toujours 2 fois plus qu'il y a 10 ans, etc. Donc il y a une tendance qui est pour l'instant très très faible à voir, je pense, mais en nombre absolu, elle est peut-être plus importante. Je pense que ça va venir. Je n'ai pas la boule de cristal, hein, mais je pense que ça va venir. Et ce que j'ai lu dans ce livre, qui était à mon avis très intéressant, c'était l'explication de pourquoi ce mouvement était arrivé et pourquoi il était en train de prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, dans l'économie traditionnelle, des initiatives de resserrement et de fermeture. Dans l'informatique, hein, dans les années 70, eh bien, il y a eu des fermetures par IBM, hein, puis par Microsoft, etc. Tout a été refermé. Et il y a eu une réaction, finalement, face à ce mouvement de fermeture, qui a été la création du mouvement des logiciels libres. Dans le monde du droit sur la propriété intellectuelle, c'est le même phénomène qui s'est passé. Il y a eu l'augmentation de 50 à 70 ans des droits sur la propriété intellectuelle qui ne vont pas du tout favoriser la créativité, on est bien d'accord, hein. Ces augmentations de temps, hein, c'est 50 ans à 70 ans après la mort de l'auteur, hein. C'est pas tellement favorable à la créativité. C'est plutôt favorable au porte-monnaie des ayants droit, ça oui. Donc on se rend compte que l'économie, elle essaye, dans une forme de retranchement, de se resserrer et de resserrer légalement ses possibilités de continuer à garder ce modèle actif. Donc les citoyens réagissent. Les citoyens ont créé Wikipédia
les citoyens ont créé les licences libres au niveau des Creative Commons. Donc, les choses bougent. Et plus le temps avance, plus j'ai l'impression que l'économie traditionnelle se retranche et plus les citoyens réagissent. On verra, peut-être que ça ne va pas aller assez vite, mais à mon avis, on est sur une bonne tendance. Alors voilà, y a-t-il encore d'autres questions? En fait, c'est juste une question. C'est quoi les limites d'une licence libre? Alors, la question, c'est quelles sont les limites d'une licence libre? C'est ça. Alors, si on prend la licence GPL, donc à partir du moment où le logiciel respecte les 4 libertés, il respecte cette licence. Pour ma propre compréhension, alors moi je ne suis pas un grand spécialiste juridique de ces questions, une des limites que je vois, c'est que du code peut être incorporé, du code libre peut être incorporé dans du code propriétaire et sans que personne ne le sache, finalement serve à une entreprise classique pour pouvoir produire des bénéfices. C'est ce que j'avais remarqué, c'est que la Free Software Foundation avait beaucoup de juristes et beaucoup d'avocats pour pouvoir justement lutter contre cette faiblesse-là, qui n'est peut-être pas forcément une faiblesse réelle, mais qui est une difficulté de tous les jours, de pouvoir garder un œil sur tout ce qui pourrait être de manière illégale réincorporé dans du code propriétaire. Moi, c'est une des limites que je vois. Je n'ai pas une vision de développeur, je ne suis pas développeur moi-même, tout en étant informaticien, je ne suis pas développeur, mais j'ai une vision de ce type-là. Peut-être que quelqu'un d'autre a une vision qui pourrait peut-être partager avec nous sur cette très très bonne question d'ailleurs. Personne? Les limites des licences libres. Pour les limites, pour définir les limites, il faudrait déjà savoir dans quelle direction on cherche ces limites. Au niveau juridique, au niveau technique. Par exemple, oui. Qu'est-ce que vous entendiez par. Moi, c'était général, parce que des fois, j'avais à comprendre qu'on puisse mettre pour tout le monde des applications, du matériel et tout ça gratuitement sans financement. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est que beaucoup d'entreprises privées ont récupéré le modèle libre. Pour eux, si on prend Google, Facebook, Twitter, etc., Yahoo, toutes ces entreprises ont fondé leur système sur des logiciels libres. Et sauf erreur, un des plus gros contributeurs du noyau Linux, c'est IBM. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que les grandes entreprises, elles ne sont pas naïves. Elles savent bien qu'il y a un modèle et il y a des choses très importantes à faire. Google, ils font le Google Summer of Code en été. Chaque année, ils invitent des développeurs du monde entier pour développer des logiciels libres. Et c'est du vrai libre, hein, c'est-à-dire que le produit est remis à la communauté. Mais pour ces entreprises, ça leur coûte moins cher. Ça leur coûte moins cher parce que la communauté participe. Donc les grands acteurs, on va dire récents, je ne suis pas en train de parler de Microsoft par exemple, mais les grands acteurs récents du logiciel libre, on va dire des grands acteurs de l'informatique, on va dire, Internet principalement, ils ont un pied dans le logiciel libre et ils en sont contents. Ça c'est clair. Moi je vous invite à aller voir une conférence qui a été faite au Fêtons Linux de l'année passée, qui a été faite par un professeur de philosophie, je crois, que j'ai revu dernièrement, qui est passionnante et qui dit que le libre va vaincre parce que justement le propriétaire ou le privatif n'a pas d'armes suffisantes pour pouvoir vaincre cette guerre. Et en quelque sorte, il prédit l'ouverture du code de Windows. Alors après, on peut avoir un avis X ou Y vis-à-vis de cette déclaration, mais c'est quelqu'un qui est encore plus enthousiaste que moi sur ces aspects de liberté des logiciels, en disant que c'est un modèle qui est solide et qui est beaucoup plus solide que ce qu'on croit. Ce n'est pas uniquement un logiciel qui est développé sur un coin de table par un barbu avec des chaussettes en laine. Non, c'est vraiment un élément qui est clairement intégré dans la structure économique actuelle. Mais j'ai deux comprendre. La question de monsieur, c'était plutôt quel est l'intérêt finalement à faire du libre pour un individu, ou qu'est-ce qu'il a à en tirer? C'est plutôt ça votre question. Qu'est-ce qui pourrait le pousser à le faire? C'est de l'ensemble, c'est ça. Plus un peu particulier, un peu entreprise.
Oui, alors si c'est par rapport à l'argent, tout ça, il faut oublier que vous faites quelque chose qui soit matériel, genre on avait un tracteur ou immatériel, une musique ou un logiciel, il n'y a pas que la vente directe, il y a tous les services. Vous faites un logiciel, moi je travaille dans une boîte qui fait du logiciel libre, on a un logiciel qui est fait par d'autres, et nous on propose de l'installation, de la maintenance, de la fonction mesure, tout ça c'est un panel de services que vous pouvez proposer et gagner de l'argent dessus. Si vous faites un logiciel libre, vous dites ah bah maintenant je le mets librement et gratuitement sur internet. Il va pouvoir se répandre plus facilement qu'un logiciel propriétaire. Il y aura plus de gens qui vont dire ah bah tiens, je vais le tenter, j'ai rien à payer, j'ai rien à perdre, je le teste. Et du coup, vous avez un peu plus de chances d'avoir la clientèle pour faire des services derrière. Quand vous faites un tracteur, bah après il y a la fabrication, il y a les modifications sur mesure. En fait, si vous voulez parler souvent d'argent, au niveau économique, il y a tellement de façons de gagner de l'argent avec quelque chose de matériel ou d'immatériel. Au final, mettre l'origine, le code source ou les plans sous licence libre et gratuitement sur Internet, vous y perdez pas grand chose. Et si vous vous débrouillez bien, vous pouvez même gagner plus que ce que vous y perdriez. Et du coup, c'est tout bénéfique. Après, une fois de plus, c'est pas une solution magique. Il ne suffit pas de dire je mets mon code, mon plan sous licence libre et là, je suis bien riche. C'est juste que, bah voilà, comme dans le livre, comme un propriétaire, il y a des obstacles. Il faut être intelligent, il faut réussir à acheter le. Il faut faire les bonnes décisions au bon moment. Et c'est pas parce que vous allez choisir du libre que vous allez forcément vous planter ou forcément réussir. Je dirais juste en ajout, je prends un exemple qui est assez intéressant. Pythagore, il n'a jamais mis une licence sur son théorème. Et son théorème a été utilisé par tous les mathématiciens suivants. Et ça a fait progresser les mathématiques de manière fulgurante. Le modèle du libre, il est aussi là pour accélérer la connaissance, accélérer le progrès, si on veut, dans une certaine forme, puisque justement, on n'a pas de barrière liée au coût d'entrée. Et que, comme il l'a dit, tout est basé sur le service à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est mesurable pour un bien qui est immatériel. Et ça, c'est très important. C'est très compliqué à justifier le prix d'un logiciel immatériel à l'unité, puisque son coût marginal est proche de zéro. En revanche, c'est très facile à mesurer ou à monétiser un service. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, la traduction d'une application en français, voilà, ça va prendre 20 heures de développement. Eh bien, on calcule 20 heures de développement à tel prix, et voilà, ça nous fait la facture. Et ça, c'est très facile à faire. Et c'est beaucoup plus concret, et les gens ne se sentent moins floués que de payer 700 francs pour un produit qu'on a simplement téléchargé. Pourquoi? Et puis pourquoi on a payé 700 francs ça? Est-ce que ça a coûté 700 francs ou ça a coûté 200 francs à l'entreprise qui l'a produite? Non, beaucoup moins. Ça questionne également la grosse difficulté qu'on a actuellement avec l'immatériel, que ce soit dans la musique, dans le logiciel ou dans l'art. Effectivement, et l'idée d'arriver dans un mécanisme de rente, en fait, finalement. De rente, exactement. Quand on vend un logiciel, on vend une copie, mais en soi, la copie, surtout que c'est pas de support, aujourd'hui, avec Internet, elle ne vaut rien, la copie. C'est une copie, ça, j'en passe 10, 15, 20 000, ça coûte le même prix. Au final, ce qui a coûté, c'est le travail qu'elle avait. Et là, on peut très bien s'imaginer un mécanisme de service sur le travail, en disant, si on paye tant, j'ai un site fonctionnalisé pour tout le monde. Ça, c'est un modèle de service, par exemple. Et là, on est payé au travail, et pas par un mécanisme de rente. Il y avait une question au milieu, sauf erreur. Oui. Ce code qu'on peut modifier. Je peux vous apporter le micro, si vous voulez. Moi, je parle tout le temps. Ce code qu'on peut modifier, finalement, quel est le workflow, quel est le moyen de contrôle qu'il y a donc, pour valider ces modifications par quelqu'un, qu'un informaticien qui soit ajoute des bugs et puis on se trouve avec Alors, je ne fais pas partie d'une communauté de développement d'une application particulière. J'ai lu quelques articles à ce sujet. C'est passionnant, hein. C'est une organisation en réseau. Il y a un écrivain qui a sorti un livre qui s'appelle La cathédrale et le bazar, qui est très intéressant à ce sujet. Et le logiciel libre est souvent catégorisé comme étant un bazar en termes de développement. Mais si on prend par exemple le noyau Linux, il y a des personnes qui vérifient ce qui a été fait. Hein. Et puis ce sont des gens qui sont à cette position-là par méritocratie, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés là par leur mérite dans leur domaine, pas parce qu'ils ont fait des grandes études ou parce qu'ils ont été poussés par le voisin, ou etc. C'est vraiment là, il y a toute une architecture
dans le développement d'applications open source et libres qui sont assez fascinantes. C'est des nouvelles architectures d'organisation économique ou d'organisation de groupes de travail. Je ne sais pas si tu as peut-être une expérience particulière sur le sujet. Oui, en fait, tout dépend du projet. C'est ad hoc. Autant de façons de s'organiser qu'il existe de projets différents. Il y en a un basé sur la méritocratie, c'est celui qui fait qui décide. Il y en a un basé sur un dictateur bienveillant, donc c'est un type qui a lancé le projet qui décide de tout. Il y a d'autres mécanismes qui sont démocratiques, où chaque année on met ceux qui vont diriger. Bon, ça c'est plutôt pour les projets plus grands, mais voilà. Après, tout le processus de vérification de code, ça dépend vraiment du projet. Il y en a où c'est un type, un petit projet, il va tout vérifier. D'autres, il y a des contributeurs de confiance qui sont là depuis des années, donc ils commencent à donner un peu plus d'accès. Et puis de toute façon, tout code est disponible. Quand vous faites un logiciel libre, surtout quand vous utilisez une sous Linux, il n'est pas simplement diffusé sous le format vous avez votre binaire, vous installez, ça s'arrête là. En général, sur Linux, vous fournissez souvent que le code source. Et ensuite, vous allez avoir une dizaine, une vingtaine de solutions qui vont compiler votre programme, le distribuer, et à chaque fois, on va faire des petites adaptations. Donc à chaque fois, il y a quelqu'un qui va regarder un petit peu du code. Donc à chaque fois, il y a. Enfin, presque à chaque fois, mais. Tout dépend du projet, mais il y a des moyens de vérifier et de s'assurer qu'il n'y a pas trop de problèmes de type qui insère du code. Il y a quelques années, dans le kernel Linux, il y a eu une tentative, un type qui s'est amusé à mettre une porte dérobée dedans. Je crois que ça fait 24 heures entre le moment où il a déposé la demande de modification et le moment où c'était détecté. Donc ça n'a même pas été inclus dans le source d'origine. En 24 heures, il a juste vérifié. Après, c'est au projet en fait, de vérifier, de mettre en place toute une structure, toute une procédure pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, donc je pense que c'est fini. Ouais, alors, si vous êtes intéressé par la revue durable que j'ai proposée tout à l'heure, n'hésitez pas à passer me voir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci bien. Voilà, merci beaucoup.